Eh bien, on va recommencer notre après-midi maintenant avec une table ronde sur quel repositionnement pour les médicaments. Et donc, je l'appelle sur scène, mais il est déjà là. Antoine Ferry qui va la modérer. Également Yann Lecam, donc, qui est le CEO d'Aurordis, que tout le monde connaît. Guillaume Canot, qui est ici et qui est professeur d'université à Necker Enfants Malades. On aura Nick Siro qui, en vidéo, qui est le Chairman of Trustees Alkaptonuria Society, donc une société anglaise, et Christine Fétraud, qui est responsable régionale ARA de la Fondation Maladies Rares. Je vous laisse tout de suite vous installer. Si c'est possible d'avoir des interventions, un peu courtes, ce serait bien parce que ça nous permettrait de passer des questions avec la salle. Alors on a 1h05, donc je vais faire une présentation de 55 minutes. Ouais, et après on pourra entamer les discussions. Merci à tous. On va commencer par on va essayer ensemble de faire un petit overview de ce qu'est le repositionnement aujourd'hui, des problématiques, des exemples, les freins, les intérêts, etc. Donc je vous propose en quelques slides, et je vais aller vite, de faire le tour. Donc le repositionnement pour le traitement des maladies rares, mythe ou réalité, un titre qui est souvent entendu. Et je vais commencer par la réalité, contrairement à ce qui est mis sur la diapositive. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on passe, ou là. Non plus. Non plus. Ah, j'ai pas le bon. Ah, ben voilà. Donc la réalité, c'est des succès vraiment incontestables. On va reprendre très rapidement l'histoire de la thalidomide. Beaucoup d'entre vous connaissent ce triste exemple qui est devenu un exemple un peu emblématique de repositionnement. C'était utilisé comme un anti-nauséeux, comme un sédatif, largue à manu, sans aucune restriction, dans les années 50. Et malheureusement, l'effet tératogène du thalidomide était absolument monstrueux, puisque ça donnait des enfants ce qu'on appelle phocomèles. Et vous avez un exemple avec des atrophies au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs, parfois que les membres supérieurs, etc. En 65, il y a un médecin israélien qui essaye de sédater un patient qui est un lépreux. Il se rend compte que la lèpre, la symptomatologie et toutes les lésions lépreuses disparaissent de façon fulgurante en très peu de temps, et ça devient un traitement de référence par l'OMS d'ailleurs pour le traitement de la lèpre. Et puis un peu plus tard, il y a un grand pape du myélome américain qui s'appelle Barlogi qui découvre tout l'intérêt de thalidomide dans le myélome. Et c'est devenu le traitement de référence et le traitement à l'origine de la grande majorité des traitements actuels du myélome, dont la grande publication de 2006 du professeur Facon. Le deuxième exemple incontestable, c'est le propranolol. Donc c'est un très vieux bêta-bloquant, l'avlocardil en nom commercial, qui a été développé dans les années 60, là aussi à partir d'une molécule qui était très très toxique, qui a été indiquée dans l'hypertension, l'angor, etc., toutes les pathologies cardiovasculaires. Et puis en 2007, donc c'est pas si vieux que ça, il y a un médecin de Bordeaux qui découvre qu'il y a un intérêt majeur du propranolol dans les hémangiomes des enfants. En 2009, il y a un partenariat qui est signé avec un industriel, et en 2014, une double AMM européenne et américaine pour ce produit. Alors d'autres succès incontestables, vous en avez plein, vous remarquez que ce sont des molécules qui ne sont pas toutes récentes, avec des repositionnements exclusivement dans les maladies rares. Alors pourquoi du mythe à la réalité ? D'abord, il faut revenir sur les définitions. Le développement, qu'est-ce que le repositionnement ? C'est le développement de nouvelles utilisations thérapeutiques de molécules existantes. Alors, vous avez toutes les traductions anglaises que vous pourrez utiliser dans les recherches bibliographiques. Et les molécules sont soit commercialisées, donc elles sont sur le marché, soit en arrêt de commercialisation, soit en cours de développement, soit elles ont été arrêtées en phase clinique parce que dans l'indication Princeps originelle, il y a eu des problèmes de développement, de tolérance, d'efficacité, etc. En fait, il y a deux grandes classes. Ce qu'on appelle le on-target, c'est-à-dire que le mécanisme d'action est connu, il est appliqué dans le cadre de l'indication initiale et dans la nouvelle indication.
C'est la majorité aujourd'hui des projets de... Enfin, c'était la majorité, je dirais, des projets de repositionnement. Je corrige un peu ma slide. Jusqu'à il y a 3-4 ans, c'était la majorité. Il y a un avantage évident, c'est qu'on a des bénéfices sur les acquis pharmacologiques et les acquis antérieurs de toxicité, enfin d'utilisation, etc. Le risque, c'est bien sûr un risque de propriété industrielle, puisqu'en général, ces molécules sont déjà couvertes largement par des brevets très très larges. Le off-target, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on découvre un nouveau mécanisme d'une molécule existante, et c'est là le plus fréquemment le cas des molécules qui ont été abandonnées en cours de développement. Là, l'intérêt, c'est qu'il y a une propriété intellectuelle possible. Malheureusement, les bénéfices et les acquis pharmacologiques sont moindres puisque les molécules n'ont pas été mises sur le marché. Alors pourquoi il y a un contexte qui est propice aujourd'hui au repositionnement? Les coûts de développement ont été multipliés par 2 en 10 ans. Le taux de succès est toujours aussi limité, on le verra tout à l'heure. Le retour sur investissement a été divisé par 2 aussi en 10 ans. Les progrès scientifiques sont très rapides, les durées de développement de plus en plus longues, le risque post-AM de plus en plus important en raison des problèmes de safety, ce qui est assez normal puisqu'on a une surveillance de plus en plus importante post-AMM, a fortiori dans le cadre des maladies rares, et des prix de plus en plus négociés, que ce soit en montant ou dans le temps, car on n'a même pas une garantie de prix durable dans certains pays. Je ne préciserai pas lesquels, mais suivez mon regard. L'intérêt du repositionnement, c'est bien sûr un gain de temps très important, une probabilité de succès beaucoup plus importante du fait de l'antériorité des données dont nous disposons dans le repositionnement, une facilité d'inclusion des patients puisqu'on a des données de safety qui permettent de dire voilà, vous avez testé un nouveau médicament qui est en fait un ancien médicament, donc qui a traité déjà des millions de patients, et donc il y a moins de risques de safety, des investissements qui sont plus limités et un retour d'investissement qui est finalement un peu plus sécurisé. Je passe rapidement sur cette slide-là, mais qui montre quand même la différence de temps qui est considérable. C'est un très bel article de Steen, qui n'est pas si vieux que ça, il date de 2015, et on se rend compte en fait qu'on passe de 10 à 17 ans en cours de développement à 3 à 8 ans dans le cas d'un repositionnement. Et là aussi, vous avez une grosse différence. Dans le modèle classique, on a un taux d'attrition global de 95%, avec des échecs en phase 1 très importants, des échecs en phase 2 aussi très importants, et 10% des produits en développement en fin de phase 2 auront une AMM simplement. Et quand on regarde l'autre côté sur le repositionnement, on se rend compte que c'est 25% en phase 2 et 65% versus 50% dans le cadre d'une phase 3. Des investissements aussi plus limités. Le modèle classique, alors ça c'est toujours un article qui est sorti qui compare les 2 business models avec une moyenne des coûts de développement d'1,7 milliard dans le cas d'un modèle classique, à moins de 300 millions en général sur le repositionnement, voire moins de 20 millions pour les ultra-orphanes, ce qui est assez normal puisque le développement clinique est plus limité avec un nombre de patients moindre dans les inclusions des essais cliniques. Mais il y a de nombreuses barrières. Alors, Christine, qui est là, m'a fait quelques remarques sur les slides qui vont suivre, car je parle en tant qu'industriel, je parle en tant qu'Antoine Ferry, président du laboratoire CTRS, de manière à ouvrir les yeux sur les vraies raisons, qui ne sont pas toujours dites d'ailleurs, des raisons de refus parfois de mener des projets de repositionnement par les industriels quand ils rencontrent un académique. Si le produit est déjà commercialisé, il ne faut jamais oublier l'impact de la nouvelle indication sur la pharmacovigilance, qui donc pourrait avoir un impact global sur le marché initial du produit. Des surcoûts de développement de la nouvelle indication qui sont parfois difficiles à amortir sur le modèle économique initial. Si le produit n'est plus commercialisé ou abandonné, la mémoire d'entreprise avec les fusions successives, je peux vous garantir qu'elle a totalement disparu. Et nous ne savons plus où sont les dossiers, nous l'avons entendu un certain nombre de fois. Une problématique de production du principe actif, surtout s'il est ancien et qu'il n'y a plus d'échantillon de référence. Un problème d'actualisation des dossiers, parce qu'un dossier qui a 10, 15, pas 10 ans, mais 15 ans, 20 ans, 30 ans d'ancienneté, je peux vous dire que le dossier d'AMM n'a rien à voir avec un dossier d'AMM actuel, que ce soit sur la constitution des données de safety, sur les méthodes de dosage, etc. Je ne donnerai qu'un seul exemple qui nous est arrivé sur un repositionnement. On a été obligé de faire ce qu'on appelle un ERA, c'est un Environmental Risk Assessment, qui nous a coûté une fortune,
pour développer le produit en AMM centralisé, alors que les molécules Princeps, qui avaient le même principe actif à moindre dosage, n'avaient jamais eu ce type d'essai. Si le produit est en développement, c'est le problème toujours de l'apparition de nouvelles données de safety. Au moment où on est prêt à l'enregistrement ou qu'on recueille des données dans l'enregistrement pour un Princeps, l'adaptation des doses pour une nouvelle indication, surtout si on a une indication pédiatrique alors que le Princeps a des indications adultes, et un financement supplémentaire par rapport au programme initial. Et quel que soit le statut, reste le problème de la brevetabilité et de l'absence de protection. Une seule publication, et ça c'est pour les académiques, un seul poster, flingue, excusez-moi de ce terme, mais flingue toute possibilité de développer une propriété industrielle. Voilà. Même si ça a été présenté je ne sais d'où, dans un tout petit congrès où il y avait 60 personnes, on est capable de retrouver l'origine et d'avoir une publication qui montre qu'il n'y a plus d'innovation et donc il n'y a plus de brevet. Et donc parfois la seule désignation orpheline n'est pas suffisante. Après, il y a les raisons propres à l'accès au marché et les payeurs valorisent peu, et quand je dis peu, c'est plutôt pas le repositionnement. Le système de fixation du prix et du capping sur les données et sur des populations incertaines est très, très ennuyeuse pour le modèle économique. Beaucoup de risques de prescription hors AMM, certaines concurrences déloyales dans certains pays où il y a des préparations hospitalières ou des specials comme en Angleterre, c'est-à-dire des produits qui sont comme des médicaments mais qui ne répondent pas à la législation du médicament et qui ont des coûts de fabrication et des coûts de maintenance qui sont nettement inférieurs. Alors je reviens simplement 30 secondes sur les préparations hospitalières avant de conclure. Il y a un intérêt évident. Je veux dire, il y a beaucoup de patients qui ont bénéficié des préparations hospitalières et heureusement, et tant mieux, parce qu'il y a des pharmaciens hospitaliers qui ont réussi à développer des nouvelles formes galéniques pour traiter des patients atteints de maladies rares alors qu'il n'existait pas de forme galénique et donc ils ont mis à disposition des nouveaux produits. Le seul problème, c'est quand ce système se pérennise. Il y a eu de nombreux exemples, et j'ai mis quelques exemples, je crois que les slides sont disponibles sur le site de RAR après, où du fait de l'absence de surveillance dans certains pays des préparations hospitalières, on est arrivé à de véritables drames. Soit on est arrivé à de véritables drames, comme aux US, il y a eu quand même 3 ou 4 cas de produits qui ont été commercialisés ou distribués par les pharmacies hospitalières où il y a eu des décès. Ou vous pouvez lire la merveilleuse étude de Green, où vous avez, par rapport à la teneur en principe actif qui est fixée sur l'étiquette de votre préparation hospitalière, un taux de principe actif qui varie de 22 à 125%. Voilà. Donc au total, le repositionnement présente donc un intérêt évident dans les maladies rares pour développer de nouveaux traitements. Le développement est certainement largement simplifié, mais il y existe de très nombreuses barrières et il faut les évaluer très très rapidement, dès le début, afin de ne pas se lancer dans un programme qui finalement serait sans issue. Alors quelques conseils: il faut rencontrer les industriels le plus tôt possible et initier les partenariats le plus rapidement possible. Je sais que ce n'est pas facile. C'est pas facile de frapper à la porte des industriels. Je sais que ce n'est pas facile de trouver le bon interlocuteur. Alors chez nous, on est une toute petite boîte, donc c'est facile. Vous avez 18 personnes à contacter, il y en aura bien une qui vous répondra, ça c'est une certitude. Et après, il faut mettre en place une stratégie avec cet industriel très très rapidement. Je suppose que dans les grands groupes, je connais quelques grands groupes que je ne citerai pas, il y a des interlocuteurs qui sont dédiés aux équipes académiques pour éventuellement travailler sur le repositionnement. Il faut mettre en place une stratégie aussi de screening méthodique. On a aujourd'hui de plus en plus de méthodologies qui permettent de screener des molécules sur des modèles. Chercher à modifier la forme originale, ça peut être intéressant parce qu'on peut avoir une propriété industrielle qui pourrait en décliner. Bien évaluer le programme de développement qui ne sera peut-être pas que clinique, parce que parfois on peut redemander de la safety, de la souris, du singe et je ne sais quoi. Et puis modéliser très rapidement le modèle économique pour savoir si, oui ou non, il y a une possibilité dans le cadre d'un modèle économique classique, d'un industriel classique. Je vous remercie et on va commencer la table ronde. Après une vidéo, Karnik s'excuse. Il n'a pas pu être là parce qu'il était en déplacement, mais il a eu la gentillesse de nous faire une vidéo sur son projet dans l'alkaptonurie, qui est aussi un très très bel exemple de repositionnement. Merci.
Bonjour, je m'appelle Nick Siro et je suis le président de l'association AKU Society basée en Angleterre. Nous sommes un groupe de patients qui s'occupent de la maladie alkaptonurie que nous connaissons aussi sous le nom AKU. Mes 2 enfants ont cette maladie, ils ont maintenant 18 et 16 ans et ils ont été diagnostiqués après la naissance parce que leurs urines devenaient noires, ce qui nous avait créé énormément de soucis. Et nous avons ensuite eu un diagnostic d'alkaptonurie. Comme j'ai dit, c'est une maladie génétique très rare qui touche une personne sur 500 000. Donc nous connaissons à peu près 90 personnes en Angleterre et à peu près pareil en France qui ont cette maladie. En général, les symptômes, à part l'urine noire, commencent dans les années quand les gens ont à peu près la vingtaine, 25 ans, avec des problèmes de dos et des problèmes d'articulation. Et petit à petit, ça s'empire. Parce que ce qui se passe dans l'alkaptonurie, donc les patients, il leur manque une enzyme et donc ils ont une accumulation d'une substance qui s'appelle l'acide homogenticique et qui crée un processus qui s'appelle l'ochronose. Et dans ce processus, les os et les cartilages deviennent noirs. Et c'est pour ça que ça s'appelle aussi la maladie des os noirs. Donc, nous avons créé en 2003 cette association en Angleterre. Donc, malgré le fait que cette maladie est connue depuis au moins 1902, il n'y avait aucune association. Donc, nous l'avons créée en 2003 et nous avons tout de suite commencé à travailler avec le CHU et le centre de recherche de Liverpool pour commencer à faire des études pour arriver à un traitement. Nous avons commencé en tant que groupe de patients à financer un modèle souris et puis d'autres modèles dans les laboratoires. Et puis en 2010, nous avons reçu du financement de l'Union européenne, donc 6 millions d'euros pour créer un développement d'une molécule qui s'appelle la nitisinone. Cette molécule est une inhibitrice d'enzymes et arrête l'accumulation de cet acide homogenticique. Et nous avons donc fait trois étapes vraiment pour développer cette molécule. Nous avons commencé avec une étude de phase 2 pour savoir quelle était la dose que nous devions ensuite essayer dans une étude de phase 3. Donc cette étude de phase 3 a duré 4 ans et elle s'est terminée au mois de janvier. Et nous avons eu les résultats préliminaires au mois de juillet montrant que ça a été positif, que nous avons pu montrer statistiquement qu'il y a donc un effet positif sur la maladie, ce qui est vraiment super. Et nous allons maintenant demander une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, ce qui va encore prendre un peu de temps. En parallèle, nous avons aussi créé un centre de référence pour l'alkaptonurie, encore à Liverpool, avec le financement du département de la santé britannique. Et ça nous permet, depuis 2012, de prescrire la nitisinone de façon off-label, donc sans licence, aux patients ayant l'alkaptonurie en Angleterre et puis en Écosse. Et nous avons publié les résultats donc, de cette étude observatoire récemment, encore montrant que ça a des effets extrêmement positifs sur la maladie et sur les patients. Nous, en tant que groupe de patients, nous avons participé à tout ça avec du financement, avec donc la recherche de fonds. Et nous avons aussi créé des liens avec des fondations qui ont pu donc, financer la recherche. Et en plus, nous avons fait tout le recrutement donc, de patients pour les études cliniques sur tous les types de phase 3, où il fallait recruter 138 patients partout en Europe et aussi au Moyen-Orient. Nous avons recruté donc, des patients surtout de Jordanie, où il y a beaucoup de patients ayant l'alkaptonurie. Nous avons aidé à la création d'autres associations de patients, dont en France, ALCAP, l'association pour la lutte contre l'alkaptonurie, mais aussi en Italie, en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Slovaquie et un peu partout aussi dans le monde, aux États-Unis, au Brésil et tout ça. Donc nous avons maintenant un mouvement de patients qui est partout dans le monde et notre grand but maintenant est de vraiment faire que la nitisinone soit approuvée et puis ensuite que les gens puissent y avoir accès partout dans le monde. Merci. Bien, nous allons pouvoir débuter cette table ronde après ce très bel exemple de Nick. J'avoue que c'est vraiment c'est magnifique, quoi. Arriver à un médicament en partant de son expérience personnelle, créer une association, créer des centres de diagnostic, créer des centres experts, etc. Moi, je suis bluffé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Moi, j'ai une première question, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un petit renversement dans je dirais les origines du repositionnement. Je dirais qu'il y a 15 ans, il y avait beaucoup d'industriels qui repositionnaient pour essayer de donner un second souffle à des très vieilles molécules.
Et j'ai l'impression que maintenant, ça s'inverse. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est la tendance? C'est vrai que... C'est bon. C'est vrai que la tendance ne s'inverse peut-être pas, mais du moins elle se consolide au niveau de la recherche académique. Et à la Fondation, on a identifié plus de 250 projets depuis 2012, année de la création de la Fondation, et 50% de ces projets sont des projets de repositionnement. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu dans la tendance, parce que quand on fait un état des lieux finalement du repositionnement rapide, on est face à un triple constat, hein. Il y a un rationnel, il y a 7000 à 8000 maladies rares qui sont référencées, seuls 5% d'entre elles bénéficient d'un traitement. Il y a aussi un potentiel, hein. Il y a plus de 3800 médicaments et près de 4000 composés qui ont été arrêtés en phase 2, la recherche académique y contribuant. Et puis il y a aussi quand même un paradoxe qui est valable pour toute la chaîne, je dirais, de la recherche académique aux industriels, c'est que certaines sociétés d'analyse disent que le marché global du repositionnement arrivera à plus de 31 milliards de dollars en 2020, c'est demain. Et on se dit, quand on regarde un petit peu les projets existants, quand on regarde aussi les médicaments orphelins sur le marché, il y en a 127 actuellement au niveau européen. 1 sur 5 est un médicament repositionné. Et au niveau des projets académiques, c'est vrai qu'il y a des success stories. On les a vus ce matin, et puis on aura encore un autre exemple avec Guillaume. Mais il y a un paradoxe, parce qu'effectivement, il y a un engouement pour le repositionnement. Il y a de plus en plus d'académiques qui travaillent aussi sur des molécules en repositionnement. Or, il y a des défis à relever, il y a des challenges. Il y a très peu de candidats médicaments, finalement, et de médicaments qui arrivent sur le marché. Merci, Christine. Alors, Guillaume, la vision de l'académique. Exact, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a plusieurs aspects. Tout d'abord, on comprend mieux et mieux maintenant le développement de certaines maladies. On a amélioré notre connaissance de la génétique, de la physiopathologie de certaines maladies monogéniques rares. Donc on a potentiellement accès à des traitements en cours de développement, et je pense à des traitements en cours de développement de cancérologie, donc pour des pathologies très particulières qu'on peut repositionner comme ça sur des maladies monogéniques, un peu comme on l'a fait et comme on continue de le faire. Et puis on a accès en tant qu'académique à de nouvelles technologies qui n'étaient probablement pas disponibles il y a encore quelques années, du high throughput screening, c'est-à-dire qu'on peut tester en fait à partir de modèles de cellules, avoir accès à des plateformes, je pense à celle du Téléthon ou autre, avoir accès en fait à du screening de molécules, de petites molécules qui existent et qui sont disponibles potentiellement pour d'autres pathologies, et les repositionner sans qu'on comprenne parfois forcément exactement comment cela fonctionne. Et on peut développer les modèles de souris et ensuite potentiellement accélérer l'accès aux patients. Alors, les relations avec les industriels. Les relations avec les industriels. Les relations avec les industriels, elles sont bonnes, mais elles sont compliquées. Moi, je vais parler pour ma propre expérience, donc en tant que médecin, mais en même temps scientifique. Les relations avec les industriels pour repositionner les médicaments, c'est compliqué. Moi, je ne passe pas du tout comme ça. Je ne vais pas contacter un industriel de la pharma en lui disant « vous avez cette molécule, je voudrais la repositionner ». Pas du tout. En fait, ce que l'on fait, c'est que quand on identifie potentiellement une molécule ou une classe de molécules qui pourrait être efficace ou qui pourrait s'avérer positive dans une pathologie, je passe par l'Inserm Transfer, qui est une filiale privée de l'Inserm, qui est très active. Je ne sais pas s'il y a des représentants ici, mais ils sont extrêmement actifs et ils sont beaucoup sur le terrain. Eux évaluent potentiellement ce qui est disponible comme données scientifiques qu'on peut leur donner ou également disponible dans la littérature. Et ensuite, ils sont relativement actifs pour déposer les brevets. Et une fois que les brevets sont déposés, à ce moment-là, s'il y a une étape supplémentaire, c'est eux qui potentiellement nous mettent en contact avec les industriels. Ça, c'est par le biais de ma casquette, entre guillemets, scientifique. Mais quand on est médecin à l'hôpital et qu'on n'a pas de laboratoire et que parfois on observe, je pense à l'histoire du propanolol, l'effet inattendu d'un médicament, l'effet positif d'un médicament, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne connaît pas, en fait, les industriels de la pharma que l'on rencontre en tant que médecin sont souvent les représentants des laboratoires qui viennent nous voir et qui n'ont pas forcément la connaissance ou accès au développement de molécules ou exactement à la personne qu'il faut adresser pour avancer. Donc c'est
relativement compliqué. Il faudrait qu'on puisse avoir accès à un guichet, entre guillemets, unique, effectivement, avec des gens de la NSM, de l'agence de commission de transparence ou autre, qui pourraient nous aiguiller potentiellement sur des industriels intéressés. Merci. Yann, alors la vision d'Aurordis et des associations de patients sur ce repositionnement, et on abordera un autre sujet après, où je te provoquerai un petit peu, mais tu me connais suffisamment longtemps pour savoir que c'est avec gentillesse. La vision, c'est qu'il y a un potentiel qui est énorme. La problématique n'est pas nouvelle, mais la confirmation du potentiel est énorme. Et ce qu'on observe, c'est quand même une véritable évolution. Tu parlais tout à l'heure de 10 ans, 15 ans. Il y a une véritable évolution actuelle. Alors pourquoi cette évolution et pourquoi est-ce qu'on parle autant de repositionnement en ce moment et pourquoi il y a plus de chances que les choses bougent? D'abord, je crois qu'il y a la preuve. Il y a tous les exemples que tu donnais tout à l'heure. Il y a une étude publiée en 2017 qui indique qu'à la FDA, il y a 73 médicaments qui étaient pour des indications fréquentes qui ont été développés dans des indications rares. Et il y en a 83 qui ont plusieurs indications rares. Bon. Donc ça donne quand même, avec les chiffres que donnait Christine pour l'Europe, on voit qu'il y a quand même un potentiel, une ressource là qui est énorme de développer des thérapies potentiellement utiles pour les patients. Après, il y a une prise de conscience et des réflexions sur c'est quoi les obstacles, c'est quoi les solutions possibles, les stratégies possibles. Et ces réflexions, elles ont été conduites notamment à IRDIRC, le Consortium international de recherche sur le cancer, bravo pour le lapsus, Consortium de recherche international sur les maladies rares, où ont été développés 4 axes de stratégie. Je voudrais en citer 2 qui me semblent particulièrement pertinents à ce qui vient d'être dit. Le premier, c'est une collecte systématique des données d'usage hors label ou en dehors de l'indication, disons pour le dire comme ça, initiale, et avec un système de remontée de l'information au sein des filières, mais au sein des réseaux européens de référence. Il faudrait qu'on organise cette remontée d'information. Ça, c'est vraiment un premier niveau assez simple. Le deuxième, c'est d'enrichir cette information pour une utilisation dans la recherche. Donc ça rejoint l'édition qu'on a déjà entendue ce matin. Et puis le troisième, c'est des infrastructures qui permettent d'accélérer le test de produits identifiés, comme notamment les modèles animaux, ce que vous évoquiez, ou ce qu'évoquait Nick aussi, ou des cellules humaines, et qu'on accepte l'utilisation de ce type de test pour aller vers le réglementaire. Et puis il y a un autre endroit où les choses se discutent, et ça c'est porteur d'encore plus de promesses, c'est un groupe qui s'appelle le STAMP, c'est rattaché à la Commission européenne, et c'est avec tous les États membres, dont la France, représentés à travers leur ministère de Santé et leur agence de médicaments, et qui réfléchissent entre autres sur ces questions de repositionnement comme une perspective de développer des thérapies à moindre coût pour la société. Et là, il y a un groupe de travail maintenant qui est mis en place précisément sur le repositionnement des médicaments et auquel nous appartenons pour démarrer des pilotes. Alors après, on peut revenir sur des solutions, notamment réglementaires, on y viendra après. Alors, je rebondis, alors là, tu m'as provoqué un peu sur le moindre coût. Le problème pour les ultra rares, quand on a vraiment une toute petite population, c'est quand même le modèle économique pour ces produits en termes de repositionnement. Voilà. Une fois de plus, on est en AMM centralisé, on a un impact financier réglementaire qui est considérable, et cet impact, s'il est divisé par un faible nombre de patients, impose un prix minimum qui est incomparable par rapport au prix du princeps actuel. Donc c'est là où je parlais d'impasse tout à l'heure, parfois, du modèle économique. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que demain, et c'était là où était ma provocation, est-ce qu'il ne faut pas organiser une pharma ONG avec du crowdfunding qui permette de financer ce type de projet, puisque ça ne résiste pas une seconde au modèle économique classique d'un industriel classique? Alors, je ne sais pas si c'est une provocation. En tout cas, je n'imagine pas, mais je peux changer d'avis dans un an. Je n'imagine pas pour l'instant Aurordis se transformant dans cette fonction complète. Pour autant, ce n'est pas un scoop, on y réfléchit. On y travaille, notamment dans le cadre de STAMP, c'est-à-dire on est en train de réfléchir à voir comment est-ce qu'on pourrait accompagner 2-3, parce que pour l'instant on a du mal à être plus ambitieux que ça, mais accompagner 2-3 repositionnements par an. Donc on ne l'exclut pas, parce que de toute façon il faut être à la recherche de nouveaux modèles, mais le modèle dans notre expérience, il est même en amont de ça, et ça sera ma proposition réglementaire justement, c'est que déjà, il y a la pertinence
de repositionner le produit. Tout à l'heure, tu parlais des produits en pharmacie hospitalière, des préparations hospitalières. Nous, on a pris une position claire de dire on n'est pas spécialement pour. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de problème de sécurité, de safety qui a été rapporté, nous, on est très content comme ça, avec un produit moins cher et qui au moins est accessible à tous les patients, parce que dans notre expérience, le fait de passer à l'AMM en ayant fait tout ce qu'il faut pour aller à l'AMM, donc l'industriel fait le job attendu, mais à l'arrivée, c'est un produit qui est beaucoup plus cher et on a beaucoup plus de problèmes d'accès, où on a des pays qui détournent du coup les règles en disant ben non, on va quand même continuer à faire de préparation hospitalière, on vous encourage à le faire. Donc ça, on trouvait que ce n'était pas très bien. Donc déjà, il y a cet amont-là de pouvoir engager un dialogue tôt avec les cliniciens, avec les patients, avec les payeurs, sur quelle valeur du repositionnement, qu'est-ce qu'on en attend. Et nous, ce qu'on aimerait proposer, c'est qu'au niveau européen, notamment de l'Agence européenne du médicament, il puisse y avoir ce dialogue précoce qui mette l'Agence européenne du médicament, le réseau européen de HTA, donc d'évaluation de santé type HAS en France, et la plateforme des payeurs qui s'appelle MOCA, avec les cliniciens et les patients pour avoir des dialogues précoces. Ce n'est pas une innovation extraordinaire, ça se fait déjà sur d'autres choses, mais qu'on puisse discuter de la pertinence et qu'est-ce qui va nous manquer pour avancer. Et ensuite, ce qu'on aimerait voir, c'est qu'il y ait un dispositif à l'agence qui soit exactement ce qu'on a pour les produits innovants, qui s'appelle Prime, qui est une accélération et un accompagnement, mais qu'on est dans le repositionnement, parce qu'un élément clé qui a été évoqué aussi bien déjà par Nick que dans la présentation, c'est le conseil scientifique, c'est-à-dire quel conseil scientifique au développement de ce médicament, quel conseil réglementaire pour aller vite, aller moins cher et avec moins de patients, ne peut-être pas faire des études complémentaires inutiles, et aller avancer d'une manière qui corresponde à l'attente des évaluateurs pour aller à la mise sur le marché. Donc quelque chose qui emmènerait déjà tout le monde de manière assez vertueuse dans un dialogue précoce et dans le tuyau réglementaire, en essayant de minimiser les études et de ne pas faire les études. Beaucoup de demandes sont assez inutiles dans ce qui est demandé aujourd'hui à ceux qui repositionnent, de notre point de vue. Non, là tu as raison, je citais le programme alors, je ne suis pas contre les programmes d'évaluation du risque environnemental, mais que quand il y a un produit qui est commercialisé depuis 30 ans, le risque environnemental est absolument monstrueux depuis 30 ans, personne ne s'est préoccupé, et quand on développe ce médicament pour une maladie rare, on a un programme de risque environnemental, avec une population qui doit correspondre à 1% de la population traitée par la molécule mère. Donc il y a une sorte d'aberration du système, parce qu'une fois de plus, on parle toujours de médicaments orphelins, mais il y a la désignation orpheline est simplement ne régit que l'exclusivité, les avantages que peuvent avoir les sociétés, et en aucun cas le médicament. La directive du médicament s'applique aux médicaments orphelins comme à tout autre médicament, que ce soit un antihypertenseur, un antibiotique, je ne sais quoi. Donc c'est un médicament à part entière, ce qui a toujours été souhaitable et souhaité, mais là aussi peut-être qu'il faut une adaptation. Là où je te trouve très optimiste, tu as raison sur le fond. Après, ça veut dire qu'il faut faire bouger les lignes au niveau de la réglementation européenne pour arriver jusque-là. C'est là où le challenge est, à mon avis, très très sérieux et très lourd. Une sorte de scientific advice spécifique repositionnement, par exemple. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que le repositionnement n'a pas de mesure incitative spécifique au repositionnement. À ce jour, il profite quand même d'un point de vue réglementaire des deux réglementations, orphanes et pédiatriques. Alors orphanes, effectivement, comme tu le citais, Antoine, avec la désignation orpheline, qui quand même peut accorder à l'industriel 10 voire 12 ans d'exclusivité marché, 12 ans si un plan d'investigation pédiatrique est abouti. Après, et ça, c'est là où je suis étonnée, c'est qu'il y a eu au niveau de la réglementation pédiatrique un dispositif réglementaire, le fameux PUMA, pour Pediatric Use Marketing Authorization, qui apparemment n'a rien donné. Parce que finalement, il a été mis en place par l'agence en 2007, si mes souvenirs sont bons, pour justement essayer de s'opposer au off-label un petit peu sauvage dans des traitements pédiatriques, et en fait pour encadrer et booster un petit peu la recherche pédiatrique clinique. Effectivement, l'enfant n'est pas un adulte miniature. Et c'est vrai que, mise en place en 2007, il n'y a eu qu'en 2011, donc 4 ans plus tard, le premier candidat médicament repositionné, c'était de souvenir le midazolam dans les épilepsies infantiles. Et depuis, eh bien, il y a des industriels quand même qui l'utilisent régulièrement.
Et puis il y en a d'autres qui ne veulent pas en entendre parler. Quand on voit le nombre de Puma qui ont Oui, obtenu, c'est je veux dire, sûr. c'est ridicule. Oui. Je crois que Je c'est sais. 8 ou 10 qui ont abouti à une AMM, il me semble. Oui. Une dizaine. Enfin, je veux dire, alors que c'est. En plus, le Puma est très incitatif. Hein, quand on a un vieux produit et qu'on est industriel, le Puma est quand même très, très incitatif. Mais là aussi, je suis désolé d'insister, et je reprends ma vilaine casquette d'industriel, je pense qu'il y a un problème de modèle économique derrière, d'acceptabilité et de sustainabilité du modèle économique. Donc, une fois de plus, est-ce qu'il ne faut pas essayer, à un moment ou à un autre, de trouver un système caritatif, peut-être, européen on est capable de mobiliser quand même un peu d'argent, je pense, et je suis persuadé que les industriels, comme les sociétés de conseil dans l'industrie pharmaceutique, seraient prêts à offrir du temps humain en pro bono pour aider cette structure en réglementaire, en market access, en analyse de marché, en pharmacovigilance, je ne sais pas, enfin tout ce qui régit la vie du médicament. Et je parle en mon nom aujourd'hui, mais je serais curieux de soumettre ça au LEM un de ces jours. Je pense que la réponse serait oui, qu'on serait capable de donner du temps homme gracieux, en pro bono, pour aider cette structure. Je fais peut-être une fixette parce que c'est pas nouveau dans ma tête, mais je vois tellement de projets de repositionnement qui se heurtent, in fine, à un problème d'accès au marché pour des raisons de prix. Voilà, parce que quand il faut refaire une synthèse, par exemple, il y a eu beaucoup d'exemples de repositionnement où il y a eu des demandes de resynthèse des principes actifs aux normes actuelles. On ne peut plus tenir parce que les normes sont incomparables par rapport à il y a 30 ans et que le coût du principe actif, il est passé de, je sais pas quoi, 1 euro le gramme à 100 euros le gramme. Mais non seulement au niveau market access, mais je pense qu'il faut même remonter un peu plus en amont. Et là, en parlant au nom des académiques, c'est qu'on s'est rendu compte en implémentant un club d'adhérents de la pharma, notre fameux club POC, où on fait des mises en lien donc, entre chercheurs académiques et industriels, qu'un regard industriel sur une POC early stage a tout son avantage. Donc même avant d'arriver au market access, finalement, un regard d'industriel neutre, bienveillant, des bonos, sur une POC peut la valoriser et permettre finalement peut-être de la développer vers un candidat médicament, puis un médicament autorisé sur le marché. Est-ce que ce ne serait pas une première étape, Guillaume, justement de monter quelque chose de ce type-là? On en avait parlé quand on a préparé la table ronde. Il y a quelques exemples dans le monde qui fonctionnent quand même merveilleusement bien et qui ne sont pas si loin que de la France. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas se lancer dans un chantier pareil? En fait, avant d'arriver finalement au marché, le premier truc, c'est d'arriver à tirer l'œil de l'industriel et qu'il ait envie finalement de développer, pourquoi pas en deuxième indication, ce produit et l'amener dans une maladie rare. Moi, je vois quand on discute avec les industriels, souvent la maladie rare, comparée à la cancérologie, reste complètement laissée pour compte et ils ne voient pas finalement l'intérêt, entre guillemets, industriel de développer ça pour 50, 100 patients, entre guillemets, dans un pays. Donc effectivement, s'il y avait espèce de hub, entre guillemets, entre les académiques, des associations, des associations type le LEM ou autres, qui accompagneraient, qui auraient un œil externe, effectivement, neutre sur ce que voient les médecins, ce que voient les scientifiques, parce que parfois on est hyper emballé, hyper excité, et puis finalement quand on se retrouve devant quelqu'un qui a un regard externe qui nous dit bon finalement c'est pas si transcendant ce que tu observes, est-ce que ça vaut vraiment le coup de pousser? Donc ça c'est toujours utile. Et puis après, qui pourrait pousser le grand industriel de la pharma à, pourquoi pas, envisager ou déléguer le développement de cette molécule dans une autre indication, parce que c'est la suite du problème. Alors qui pourrait faire ça? Je ne sais pas. En tout cas, on peut réfléchir, parce que c'est vrai que tu as poussé avant RARE 2019 et pendant RARE 2019. Mais je ne sais pas, parce que le financement caritatif, on a aussi... Alors, il y a des exemples qui marchent à l'étranger, comme à Singapour, mais de partenariat public-privé sur le repositionnement. Maintenant, moi, ce que je vois dans le modèle caritatif, y compris en Europe, ce que je suis, ça ne marche pas formidablement. C'est-à-dire, je trouve qu'après, ils sont bloqués sur un produit, sur un développement, maximum 2, ils vivotent et ils finissent par capoter. Donc, je ne suis pas vraiment convaincu que le problème du financement, enfin, que le financement caritatif serait une solution. En revanche, ce dont je suis plus convaincu, c'est qu'il faut anticiper beaucoup plus cette discussion du modèle économique. C'est-à-dire que
Moi, je trouve que si on envisage un repositionnement, il y a l'addition avec l'industriel, et puis si la promesse est là du produit, avoir une discussion très tôt avec ceux qui vont le payer dans le système, avec les payeurs, ça me semble plus intéressant pour discuter, ok, voilà l'indication large aujourd'hui, le prix, etc. Si je développe là, on va être à peu près dans telle économie de développement, est-ce qu'on peut s'entendre à l'avance sur quelque chose? Et évidemment, je vais dire que c'est encore plus intéressant si on le fait au niveau européen. Et il y a aujourd'hui des nouveaux outils qui sont le joint procurement, c'est-à-dire le contrat public, des choses comme ça, qui, comme là on est sur des produits connus, stables, etc., la seule question c'est le développer quand on est déjà sur une preuve de concept. On pourrait très bien imaginer ce type d'outils pour développer des produits qui donnent une visibilité économique, où du coup il y a quand même un retour financier, il y a une prédictabilité du revenu dans la durée, etc. Donc on offrirait un chemin, et qui serait au moins le chemin normal, c'est-à-dire celui qui développe le médicament continue à développer le médicament. Après, il y a un autre aspect, ce que j'évoquais, le réglementaire, il me semble qu'il faut qu'on allège un certain nombre de choses. C'est ce que tu évoquais avec l'environment assessment, des choses comme ça. Tout ce qui peut être fait, et qui est peut-être un statut un peu plus d'exception, qui n'a jamais été exploré. Pour l'instant, on a pensé incitation, mais pas exception. Voilà. Alors on sait qu'il y a d'autres types d'incitations qui ont été explorées, comme ce qu'on appelle les coupons, les vouchers aux États-Unis. Pareil, ça n'a pas marché, ça coûte très cher au système, etc. Ça a été dévoyé, voilà. Donc c'est le danger des incitations, c'est qu'au moment où on les crée, on a un enthousiasme. Bon, je me souviens au moment de la création du pédiatrique market authorization pour l'indication pédiatrique, les PUMA. On y croyait vraiment, on pensait que c'était une possibilité. On voit qu'en fait, ça ne sert à rien, ou très peu. Donc il faut qu'on invente d'autres incitations, mais peut-être aussi des statuts d'exception et de l'accompagnement. Moi, je crois vraiment à l'accompagnement de ces produits pour avancer, et non pas d'un côté un industriel, souvent qui est de petite taille, qui reprend un produit, qui galère pendant des années et qui finalement après se heurte au réglementaire et se heurte aux payeurs. Je pense qu'on peut laisser la parole à la salle qui doit avoir quelques questions. Et on respectera le timing, et Olivier me remerciera, puisqu'on nous a quand même supprimé quelques minutes. Je ne peux pas te laisser dire ça, on ne t'a pas supprimé une minute, la preuve, c'est que tu les as toutes. Alors, qui est-ce qui veut poser une question? Daniel, tu te présentes? Daniel Vassemort, je travaille pour le réseau des néphrologues d'Île-de-France maintenant. Juste une question sur les startups. Il y a un certain nombre de dynamiques de création de nouvelles entreprises qui peuvent être des spin-offs de labos académiques, et puis d'un autre côté de grands groupes qui veulent externaliser une activité qui est plus stratégique pour eux. Est-ce qu'il n'y a pas justement une dynamique au niveau de ces startups pour prendre en charge ce repositionnement? Qui est-ce qui veut répondre à la question? Je peux me lancer, parce que malheureusement, je le sens pas beaucoup. Daniel, je suis absolument désolé, mais en effet, l'idée est bonne, mais en tout cas, je ne le sens pas. Je sens pas, même pas un frémissement actuellement sur cette problématique. Et je reviens à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours un vrai problème soit de transfert de données, soit de transfert de responsabilité, et de problèmes de safety qui ressortent toujours. Le nombre de fois où on a entendu, mais vous vous rendez pas compte, vous êtes dans une population de patients atteints de maladies rares, qui ont sans doute un métabolisme différent, qui ont sans doute une cinétique différente, donc qui vont avoir une tolérance différente, donc qui vont impacter notre dossier Princeps. Et ça, après, il faut comprendre la logique, leur logique, qui est tout à fait respectable. Après, une fois de plus, je pense que l'idée d'Yann, mais ça c'est son côté très très européen depuis toujours, c'est de remonter au-dessus en adaptant, en donnant de la flexibilité à la réglementation. Voilà, c'est pas de passe-droit, c'est pas passer à côté et supprimer l'essentiel, c'est donner de la flexibilité pragmatique à l'industriel qui va se lancer, et de faire peut-être une barrière, c'est-à-dire quand il y a un problème de safety sur une maladie rare, que la molécule Princeps, par exemple, ne soit pas impactée parce qu'on a un recul sur des millions de patients et qu'on a eu simplement un effet indésirable sur 25 patients, parce qu'on a affaire à une pathologie qui est très spécifique. Voilà, la vision de l'industriel maintenant. Une question ici. Oui, merci pour vos interventions qui sont Hugues Bien-Aimé, donc je suis directeur général d'Orphelia Pharma, et donc un industriel comme vous, enfin pas tous, mais comme vous. Et donc
donc c'est plutôt un témoignage. Nous, on a développé un produit qui est un Puma, qui est le 4e Puma, qui s'appelle Kiabec, donc qui est un antiépileptique pour le traitement des spasmes infantiles, donc une épilepsie grave du nourrisson. Et ben on se retrouve devant ce dont vous avez parlé, un problème de prix, de détermination du prix correct. C'est une maladie orpheline, hein. Les spasmes infantiles, c'est 400 patients par an en France, donc c'est petit, c'est pas ultra rare, mais c'est quand même rare, avec un produit Princeps qui existe, et une détermination du prix de ce que nous on a développé pour l'enfant, pour le nourrisson, qui n'existait pas avant, par rapport à un produit Princeps qui est plus pour adultes, on va dire pour adultes. Avec des problèmes d'ASMR, de fixation d'ASMR par la commission de transparence. Donc nous, on a eu ASMR 5, donc ça veut dire 0 avantage, ce qui est, on considère que ce n'est pas le cas, mais voilà, on n'avait pas des données cliniques suffisamment robustes pour réclamer on a réclamé l'ASMR 4, mais on ne l'a pas obtenu, donc ASMR 5, et derrière le prix, pour avoir un prix, ça va être compliqué. Le produit lancé en Allemagne, il va être lancé en Angleterre, mais en France, alors que c'est un laboratoire français, hein, Orphelia Pharma, on n'est pas rendu. Voilà. Et le RH, pareil. Hein, je pourrais aussi vous faire un petit topo sur le RH. C'est absolument. Je peux vous demander le prix, justement, c'est-à-dire le prix Princeps du produit générique. Le Princeps vaut 60 centimes le comprimé de 500 mg. D'accord. Voilà, et nous, on va demander un prix qui va être 4 fois, 5 fois le prix du Princeps. Ce qui reste des coûts très modestes. 4-5 fois, c'est particulièrement modeste par rapport à la plupart. C'est très modeste par rapport aux populations. On parle d'un produit on anticipe un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 million. C'est extrêmement modeste. On ne pensait pas, si vous voulez, que le CEPS, on ne va pas le nommer, ça passerait facilement. Et non, ça ne passe pas facilement. Mais si je peux enchaîner là-dessus, moi je pense que c'est vraiment le cœur du problème, et c'est ce qu'on a connu aussi dans d'autres situations. Il y a une énorme hypocrisie dans cette histoire-là. C'est-à-dire que du côté du système de santé, pour le dire comme ça, ou des payeurs, bien sûr, un produit repositionné est bienvenu parce qu'on sait qu'il est plus sûr et parce qu'on pense qu'il devrait être moins cher, et puis il apporte un bienfait. Alors on est prêt à payer très très cher pour des produits innovants qui ont aussi souvent leur fort degré d'incertitude les premières années. Alors on discute évidemment du prix, on se plaint du prix, mais enfin on finit quand même par payer souvent cher, voire très très cher. Bon. Et puis les produits repositionnés arrivent, ils sont généralement beaucoup beaucoup moins chers que tous ces autres-là, mais on les trouve toujours trop chers. Alors c'est pour ça que moi j'insiste sur ce dialogue précoce, pour discuter du besoin auquel on essaie de répondre. Dans cette population, quel est le besoin? J'ai ce produit qui a ce potentiel, il a ce profil de sécurité, et moi, la valeur que je pense pouvoir développer comme industriel, c'est ça. Et est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un prix maintenant pour que je sache, quand j'investis, ce que je vais avoir en retour après? Mais qu'il y ait cette clarté-là, parce qu'aujourd'hui, en gardant le système, en avançant par étapes comme ça, comme on le fait dans le produit innovant, il n'y a pas de marché, donc ce n'est pas du tout incitatif, et je pense qu'on peut créer toutes les incitations réglementaires qu'on veut. Si on n'accompagne pas la réduction de risque par des exceptions ou un conseil scientifique et par un dialogue précoce en amont sur la valeur et sur le prix, je pense qu'on ne restera jamais très incitatif. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Yann. Je regrette, comme l'a dit Jean-Louis d'ailleurs ce matin lors de son discours d'ouverture, je regrette que certains membres de nos administrations ne soient pas présents à cette table ronde. Ils ont été invités, que ce soit les évaluateurs ou les payeurs. Ils n'ont pas donné de réponse positive à notre invitation. Et je vous rejoins, on a la même problématique, et la problématique, elle est un peu franco-française. C'est quand même ça le drame, c'est-à-dire qu'on a été leader dans le réglementaire, le juridique, les plans maladies rares. La France est quand même l'exemple que tout le monde montre du doigt avec envie et honneur. Et quand on arrive à ce genre d'aberration, voilà, on 4 fois le prix du produit. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une AMM centralisée, avec une PV centralisée pour l'intégralité des pays, qui coûte une fortune à des PME. Donc, et qu'on ne puisse pas avoir de dialogue précoce, c'est très bien le dialogue précoce. Nous, on a vécu ça, on n'a aucun problème avec l'Angleterre, aucun problème avec l'Allemagne, aucun problème avec les autres pays. Le seul problème qu'on a, c'est en France. Parce que le dialogue précoce, le CEPS, le Comité économique des produits de santé, dit qu'il ne se prononcera pas tant qu'il n'aura pas l'avis de la transparence. Donc on peut toujours essayer de les voir, ils se mettent derrière leur principe de fonctionnement de l'avis de la transparence. Et c'est vrai que quand la transparence prend un comparateur qui est cliniquement pertinent alors qu'il ne l'est pas du tout, on se retrouve dans des situations particulièrement délicates. Voilà. C'est peut-être cette ligne-là qu'il faut faire bouger.
Antoine, est-ce que je peux poser une question? Parce qu'après tout, il n'y a pas de doigt qui se lève. Moi, j'aimerais savoir si tu crois vraiment qu'un dialogue précoce avec les autorités de régulation est possible. Vraiment, sincèrement. Ça fait quand même 10 ou 15 ans qu'on le demande, il n'est toujours pas là. On fait un tout petit peu de market access chez NIL, donc on en sait quelque chose. La deuxième chose, c'est que à partir du moment où le cadre méthodologique qu'on vous oppose est un cadre qui est non discutable, je ne vois pas pourquoi vous voudriez discuter au niveau précoce. Vous êtes dans une situation compliquée. C'est-à-dire que de toute façon, avec les moyens d'une entreprise comme la vôtre, vous n'aurez pas les moyens de mettre en place des études qui sont faites méthodologiquement pour satisfaire aux règles de la Haute Autorité de Santé. Nonobstant le fait que quand la Direction Générale de la Haute Autorité de Santé vient, comme c'est nouveau, de la DSS, la Direction de la Sécurité Sociale, je me demande ce que vous allez avoir à discuter sur le plan de la méthodologie et sur le plan de la valeur de l'évaluation. Donc ma première question, elle se pose là-dessus. La deuxième question, c'est quand on cherche des moyens et des fonds, il y a des situations comme, je crois, à Shanghai ou en Écosse, je crois, où il y a des fonds qui sont des fonds solidaires, qui sont des fonds publics-privés, qui pourraient abonder, puisque le marché, si je me souviens bien, est un marché de l'ordre d'1 milliard d'euros pour les médicaments orphelins, et qui pourraient abonder pour mettre à disposition justement ces financements, qui soient à ce moment-là des financements qui seront hors objectif national des dépenses d'assurance maladie. Qu'est-ce que tu penses de ces deux réflexions? Un peu taquine, mais c'est pour réveiller la salle. Sur la première réponse, la première question, plutôt, je ne vais pas me défiler, mais là, je vais crier à l'aide à mes trois voisins, là. Voilà. Parce que nous, de toute façon, on peut toujours crier au loup, je veux dire, ça ne sert à rien. Et c'est vrai que quand on est des PME, on a fait les négociations de prix dans tous les autres pays. Donc on sait exactement comment ça se passe ailleurs. Hein. Ce n'est pas la filiale Intel, etc., qui raconte que c'est nous. Nous, on a une toute petite équipe, c'est toujours les mêmes qui vont au feu pour négocier les prix, et on voit la différence dans tous les pays. Voilà. Sauf la France. Voilà. La France est un cas à part, une fois de plus, alors que c'est quand même le pays des maladies rares, si on peut l'appeler ainsi, et on en est un témoignage aujourd'hui. Donc nous, on a besoin d'aide. Voilà. Ce n'est pas un appel au secours, c'est que si on veut arriver à continuer à développer des produits de repositionnement, il faut que vous nous aidiez à convaincre nos autorités des discussions d'accès précoce. Et comme tu le dis, Olivier, la discussion d'accès précoce, j'avoue que j'ai du mal à l'imaginer aujourd'hui, avec, même si ils arrivent à afficher dans les beaux salons de Matignon ou ailleurs qu'en effet, ils font la promotion de l'accès précoce qui ne sert absolument à rien, contrairement à d'autres pays où ça se passe très très bien. Et je vais vous laisser y répondre pour savoir si on pourrait en effet avoir un discours commun, là, dans le seul intérêt des patients et dans le seul intérêt aussi des industriels pour arriver jusqu'au bout, parce que le seul but d'un industriel, c'est d'arriver jusqu'au bout et que le patient soit traité. Et le deuxième modèle, c'est le modèle de Singapour, c'est le modèle qu'a évoqué tout à l'heure Yann, qui sont des modèles récents, en effet, qui sont des structures de financement de l'innovation ou pour les maladies rares, qui sont totalement indépendants du système national, qui sont votés dans le cadre du budget national, mais qui ont une autonomie de régulation, une autonomie de choix des traitements, une autonomie de dispensation même des traitements, qui donne une grande liberté. Alors Singapour, c'est très très récent. Nous, on a la chance d'avoir été sélectionnés parmi les 3 premiers produits qui ont été mis en place, dans le cadre de cette fondation de Singapour. L'Écosse anticipe énormément sur les produits innovants, et on est interrogé tous les 6 mois par le système écossais pour nous dire où en êtes-vous, est-ce que vous avez une vision de votre population cible, est-ce que vous avez une approche même de votre pricing de demain. Voilà, ça c'est de l'anticipation. Et on ne se retrouve pas du coup avec... on sait d'ores et déjà qu'on va avoir des discussions. Mais on va avoir des discussions. Là, on ne peut pas avoir de discussion. Donc c'est pour ça que je vous renvoie la balle à tous les 3, pour que vous ayez une discussion, non pas à notre place, mais qu'on ait une discussion, que vous portiez un message dans l'intérêt de tout le monde. Nous, on peut le porter au niveau européen et on le porte. Parce que je pense, dans ce pessimisme que j'entends, c'est un pessimisme comme une situation très française. On n'a pas la même situation suivant les pays autour, et il y a plutôt une évolution favorable vers ce dialogue précoce, vers savoir ce qui arrive à l'horizon en produits innovants ou en repositionnement, etc. Et justement de parler valeur, de quel coût ça va avoir dans mon système par rapport à quel bénéfice potentiel en fonction de ce qu'on sait au moment du début de ce développement. Après, pour ce qui est du dialogue précoce avec le réglementaire ou avec le HTA, encore faut-il que la législation européenne HTA passe et que la France le soutienne.
au niveau européen, mais si on a effectivement ce scientific advice, donc ce conseil scientifique systématique au niveau européen, il est tôt, et il peut être le plus tôt possible, il est encouragé à être le plus tôt possible, et l'évaluation est aussi commune dans ce cas-là. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de résistance à ça, il y a toutes les raisons. Alors, ce qui n'existe pas encore, sauf dans des cadres informels, quand on monte soi-même, association ou clinicien, un workshop, c'est le fait d'emmener très tôt, avant même le scientific advice, l'agence réglementaire européenne, le HTA, les cliniciens, les patients, pour discuter d'un produit et de qu'est-ce qui nous manque. Est-ce qu'il nous manque l'histoire naturelle? Est-ce qu'il nous manque des endpoints? Qu'est-ce qui nous manque pour ce développement? Quelles sont les barrières? Qu'est-ce qu'on peut réduire? Le recrutement patient, etc. Donc ça manque et c'est ce qu'il faudrait créer. Voilà. Maintenant, sur le financement, un fonds exceptionnel, etc., j'avoue que personnellement, je ne suis pas pour. Je suis pour si on parle plutôt de fonds abondés par l'industrie et le pouvoir public. Pour financer du développement, oui. Pour collecter des données après la mise sur le marché, oui. Mais pour financer un traitement qui est validé dans une indication thérapeutique, de mon point de vue, ça doit être dans le système général, parce qu'à force de faire des exceptions, ça nous tombe toujours dessus. C'est-à-dire soit après ça devient malthusien, on met une limite à l'enveloppe, soit on va dire ah ben c'est un statut d'exception, alors c'est moins bien, ou c'est plus cher, voilà, il n'y a plus de discussion. Non, c'est pas parce que le dialogue est difficile qu'il faut ne plus avoir de dialogue du tout et juste payer. Il faut plutôt trouver la façon d'avoir un dialogue qui soit productif. Et je pense que la question du financement public-privé, pour moi, c'est plus sur le développement, encore une fois, et juste après la mise sur le marché, mais pas comme un système permanent qui, pour moi, relève de la solidarité nationale et pas de l'exception. Merci Yann. Je reviens vers toi, Guillaume. On va quitter un peu le modèle économique. Et on parlait des exemples de l'école, le PFL, enfin l'école polytechnique de Lausanne, de l'université de Lund, par exemple, qui ont monté vraiment des hubs, même si Inserm Transfer fait aussi son job, mais peut-être de façon moins exhaustive que ne le font ces structures. Est-ce que vous aussi, les académiques, vous n'avez pas intérêt à pousser avec les associations à la création d'un hub? Et nous, je pense, entreprises de médicaments, on sera prêt aussi à être les partenaires, si on peut être partenaire, c'est l'évidence. Moi, je prends toujours l'exemple de Matwin, et il y a quelqu'un chez moi qui a participé, qui est Christian Caillot, qui a participé à la création de Matwin, qui sont vraiment des dialogues précoces entre les chercheurs et les industriels. Je trouve que le modèle est exceptionnel, parce qu'il y a une confrontation de l'académique et de ses données aux besoins des industriels de façon très très précoce. C'est un modèle qui est vraiment, qui est à reproduire, à mon avis, à grande échelle dans le cadre des maladies rares. Bien sûr que si. On a tout intérêt à faire ça, à essayer de pousser dans ce sens-là, à marcher tous main dans la main pour pouvoir avancer. Effectivement, encore une fois, confronter ce que l'on voit à la réalité après potentiellement de mise sur le marché et pas uniquement rester dans nos cloisonnés dans le laboratoire ou ce que l'on voit à l'hôpital ici complètement. Si on peut le faire, faisons-le. De la même façon d'ailleurs qu'on met relativement tôt en lien le chercheur et le clinicien, entre soins et recherche, from bench to bedside et vice-versa. C'est tout aussi important finalement après de faire le lien avec l'industriel. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours certaines barrières qu'il faudra anticiper de toute façon. Alors Christine, Daniel, Jean-Louis, est-ce que la Fondation ne pourrait pas prendre le flambeau sur cette opération? Que la question est posée directement. Jean-Louis. C'est plutôt une Jean-Louis. Il faut question alors moi je suis malheureusement impressionné. C'est dommage que Madame la Ministre ne soit plus là, mais bon. Sur cette spécificité française, on nous bassine qu'on a le meilleur système, qu'on a le meilleur. Enfin, on est toujours les meilleurs pour d'autres choses, des choses que. Et là, je vois ces blocages qui semblent quand même très spécifiquement français. Alors, on a eu quelques députés très, très bienveillants. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, parce que je pense que peut-être il faut d'abord, peut-être que ça sache, alors je ne sais pas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de moins en moins, si j'ai bien compris, de médicaments qui arrivent sur le marché ou qui sont développés vraiment en clinique en France, ils sont développés ailleurs, etc., à cause probablement de certains de ces blocages, d'essayer de faire comprendre, par exemple, au groupe parlementaire maladies rares, alors qu'ils organisent peut-être, parce que si eux invitent peut-être à une réunion ces représentants
CPS et autres, pour essayer de faire bouger les choses? Est-ce que c'est quelque chose où ça a déjà été essayé et que ça n'a rien donné? Mon cher Jean-Louis, malheureusement, je ne sais pas si Philippe Berta est encore dans la salle, il est déjà reparti. Il est parfaitement au courant de la situation et tous les députés et sénateurs sont parfaitement au courant et informés de cette situation qui mène à des aberrations. Je veux dire, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais pour vous montrer jusqu'où on va, la SMR 5, donc c'est le plus bas, hein, c'est-à-dire qu'on n'apporte rien, mais il y a des ASMR 5 qui sont comparateurs. Donc c'est-à-dire qu'on n'apporte rien par rapport à l'existence, ça c'est la définition. Et en fait, quand on demande le comparateur, il n'y en a pas. Donc on n'apporte rien par rapport à rien. Donc on se demande même pourquoi le médicament a une AMM à l'Europe. Sincèrement, il y a un moment où on a du mal à saisir la finesse de l'analyse. Donc je pense malheureusement que les parlementaires sont affligés de cette situation, qu'ils sont largement informés, qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient à leur niveau, et je pense qu'Olivier pourra aussi en témoigner, et qu'on se retrouve face à un mur, face à la HAS qui est une autorité totalement indépendante, et donc qui ne dépend de personne, et qui agit de la sorte. Donc je pense qu'un jour, il y aura une prise de conscience, malheureusement, le jour où il y aura des produits qui ne seront pas accessibles en France, alors qu'ils seront accessibles dans tous les autres. Et ça commence à arriver. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 médicaments orphelins qui ne seront pas commercialisés sur le territoire français. Voilà. J'ai de plus en plus de laboratoires qui disent « je ne suis pas sûr d'aller en France », et d'autres qui disent « je me demande si la prochaine fois, on ne va pas éviter de faire des essais cliniques en France, parce que de toute façon, ça ne sert à rien après pour discuter ». Donc non, je trouve qu'on est dans une situation vraiment particulière, en perte de vitesse, clairement, là, du rôle de nos agences réglementaires, HAS et Conseil économique. Je trouve que si on voulait créer un système non vertueux qui détruit de la valeur dans le système de santé, on ne ferait pas beaucoup mieux. Mais c'est exactement, je suis désolé d'être aussi négatif, mais moi qui peux comparer au niveau européen, je suis assez triste de ça, alors qu'il y a tellement de choses qui marchent bien, on l'a entendu depuis ce matin, tout ne marche pas bien, on aurait aimé entendre d'autres choses sur le dépistage néonatal génétique par exemple, mais il y a quand même des choses qui avancent très très bien, qui sont très positives, et là on est en train de continuer à aller dans la mauvaise direction. Donc, et alors là je ne vois absolument aucune dynamique de la France au niveau européen dans ce domaine-là. Voilà, ça me sera peut-être reproché de dire les choses à l'emporte-pièce, mais je trouve qu'on est en perte de vitesse à l'Agence européenne du médicament. On a donné les clés à d'autres pays, que je ne citerai pas, mais c'est facile de les identifier. Il suffit de regarder les présidents de comité et l'emplacement de l'agence aujourd'hui. On fait la même chose sur la HAS et la haute autorité en ne soutenant pas une législation européenne, avec certains bons arguments en disant oui, mais il n'y a pas assez d'expérience de collaboration européenne, les autres font moins bien que nous. Bah bien sûr, mais la position arrogante, ça ne peut pas tenir non plus pendant des années. Il y a un moment donné, il faut accepter de travailler avec les autres. C'est comme dans la vie, on prend des risques en fréquentant les autres. Si on pense qu'on est tellement bon que les autres ne nous méritent pas, on finit seul. Non, mais c'est exactement ça. Dans la HAS, on a l'impression qu'ils ont tellement inventé la HTA que maintenant, ils pensent qu'ils ne peuvent surtout pas fréquenter les autres. Désolé s'il y en a dans la salle, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut accepter de collaborer pour développer des standards ensemble. Et au niveau économique, alors là, c'est encore pire. Dans toutes les réunions européennes, on a essayé d'initier une collaboration européenne dans ce domaine-là. La France est toujours contre. L'Allemagne est contre aussi pour des questions réglementaires, mais au moins les gens sont pour. Là, en France, les personnes elles-mêmes sont contre. Donc c'est formidable. On divise l'Europe entre les 17 pays de plus petite taille qui ont intérêt à collaborer, et puis les quelques-uns qui seront plus malins que les autres parce qu'ils sont plus gros en population, qui veulent se débrouiller tout seuls. Et bizarrement, c'est ceux qui ont une industrie dans leur pays. Donc on confond en plus les genres entre la santé et la politique industrielle. Voilà. On va s'arrêter malheureusement, mais merci infiniment Yann pour ce plaidoyer que je ne peux qu'approuver. Et Jean-Louis, j'ai une toute petite réponse à cela, c'est que les parlementaires, on va le dire, qu'ils sont pilotés par les industriels. Donc je pense qu'à un moment, il faut qu'il y ait un mouvement beaucoup plus global, qui ne sera pas piloté par les industriels, qui sera piloté par les patients, qui sera piloté par les chercheurs, qui sera piloté par les associations de patients, de manière à faire comprendre que non seulement on va perdre de l'attractivité dans le développement des médicaments en termes d'études cliniques. Je veux dire, on se bat aujourd'hui au LEM pour essayer de redonner de l'attractivité en termes de recherche clinique,
Mais quand on entend et qu'on voit les exemples dont vous avez entendu parler tout à l'heure, l'attractivité, elle se perd de jour en jour. Donc ça veut dire que non seulement les patients ne pourront pas bénéficier des essais cliniques, et derrière, ils ne pourront peut-être même pas bénéficier des médicaments parce que la France sera rayée des programmes d'implantation des structures pharmaceutiques. Et sur ce mot de la fin, que je ne voudrais pas compliquer avec l'article 30 du PLFSS qui va encore plus bloquer les ATU nominatives, c'est une bonne nouvelle qu'on a dans la loi de financement de la sécurité sociale cette année. Ça, franchement, celle-là, on ne l'attendait pas. Mais voilà, on est quand même dans un pays sur lequel il y a beaucoup de choses. Je pense que Yann a raison, il faudrait faire effort être un peu plus humble dans la position française, un peu moins donner de leçons et très certainement beaucoup plus écouter les associations de patients et leurs messagers. Voilà, merci à tous en tout cas pour cette table ronde.